Avis à la population, 8 Mont-Blanc vous présente la place du village. Madame, Monsieur, bonjour. Une émission de la place du village assez étonnante. Nous ne serons pas à terre pour cette émission, mais nous sommes sur un fleuve. Et quel fleuve? Le fleuve le plus important qui traverse, en partie en tout cas, les pays de Savoie. Nous sommes bien sûr sur le Rhône, exactement à Seyssel. À mes côtés, le dernier pêcheur professionnel du Haut-Rhône, Jean-Bernard Buisson. Bonjour Jean-Bernard. Bonjour. On a eu la chance que vous puissiez nous emmener sur votre barque sur le Rhône. On est le 4 août 2010 pour l'enregistrement. On a pris le bateau et on est remonté sur le Rhône. Alors, avant de dire ce qu'on a pêché, d'abord, ce Haut-Rhône, c'est un peu votre vie. Vous êtes un peu un gamin du Rhône, natif de Seyssel. Ah oui, je suis un gamin du Rhône. J'ai eu le bonheur d'avoir un grand-père formidable qui aimait la nature, qui, pour la petite histoire, était parti à 17 ans à la guerre de 14 et qui m'a enseigné la pêche, tout simplement, parce que la maison familiale, elle est pieds dans le Rhône, pratiquement. Et nous, on sortait de l'école, on allait à la pêche, on allait aux champignons, on n'avait pas la télé, donc comme ça, tous les gamins de Seyssel allaient à la pêche, et puis la grand-mère disait, va chercher des hautues, va chercher des barbeaux, va chercher des truites. On ne sait pas ce qu'on va manger à midi, et nous on savait, on n'allait pas pousser des caddies dans les supermarchés. Le Rhône, c'était notre amusement, notre terrain d'aventure, et puis aussi notre garde-manger. Alors, garde-manger, on va en parler parce qu'il y a beaucoup de choses sur le Rhône. Vous qui êtes aussi cinéaste, photographe, auteur de plusieurs ouvrages sur nature, naturaliste, on va le dire, vous le connaissez par cœur. Vous savez tout ce qui se trouve dedans, dessus, un peu autour aussi. Hein. Tout non, parce qu'il faudrait plus d'une vie pour faire le tour de la question nature. Hein. Vous l'avez filmé beaucoup. J'ai filmé beaucoup, j'ai appris tout ce que j'ai pu, j'apprends encore. Mais je pense que la qualité première du naturaliste, c'est de rester humble. Parce que mon ami René Pierby, qui était un grand naturaliste suisse, me disait toujours, moi je vais vivre 300 ans pour faire le tour de la question nature. Malheureusement, il est mort à plus de 90 ans quand même, mais il nous a fait ça le coup aussi de partir, alors qu'il s'intéressait jusqu'à la dernière minute encore aux libellules, aux insectes. La nature, c'est immense, ça ne s'arrête jamais en fait. Jean-Bernard, vous avez filmé quoi autour du Rhône ici, dans ces forêts qui longent le Rhône? Des hérons, des oui, quand j'étais enfant, en fait, j'aimais passer des heures durant dans la héronnière qui se trouvait au-dessus de nous. Et il y avait plus de 80 couples de hérons qui nourrissaient leurs jeunes au printemps. Et puis il y avait aussi des milans noirs, ces rapaces, qui parasitaient les hérons et qui profitaient de la nourriture rapportée au nid par les hérons cendrés, eh bien, les faisait dégorger en les harcelant. Et j'observais tout ça. Et ça a été les débuts de mon deuxième métier, en dehors du métier de pêcheur professionnel, cinéaste animalier. J'ai débuté ma carrière de cinéaste animalier et de naturaliste dans ces forêts. J'allais observer ces hérons. Malheureusement, aujourd'hui, on a fait des barrages, trop de barrages à mon goût, qui ont envasé le Rhône. Les limons ne descendent plus jusqu'à la Camargue. C'est un gros problème, maintenant, même en Camargue, vous savez, hein, la mer remonte. Et tous ces limons eh bien, ont détruit la vie de bien des espèces du Rhône, et entre autres les hautues, qui étaient par milliers ici, et qui servaient de nourriture aux hérons. Voilà. Alors on n'a plus aujourd'hui ces grandes héronnières. On a toujours des hérons cendrés, mais par petites héronnières de 4 ou 5 nids. Mais moi j'ai eu le bonheur de connaître ici une héronnière extraordinaire, hein. 80 couples, c'était l'une des plus grandes héronnières de Haute-Savoie, avec celle qu'on trouve dans le château de Ripaille à Thonon. Et puis des castors aussi le long des berges, encore aujourd'hui. Hein. Oui, les castors qui avaient disparu et qu'on a réintroduits au fil des années. Ça a été déjà l'initiative de grands naturalistes genevois comme Maurice Blanchet, comme Robert Hénard, et puis comme mon cher ami disparu dernièrement, Georges Lacroix, avec qui j'ai réintroduit les castors.
dans toute la région. Et puis aujourd'hui, on peut dire que l'espèce castor d'Europe, castor fiber, est sauvée, parce qu'il faut bien dire qu'à une époque, il restait plus que quelques reliquats de population de castors d'Europe au sud du Rhône, hein, et puis également en Biélorussie. Donc on a sauvé cette espèce. On dit qu'on a des cigales aussi qui remontent jusqu'à Seyssel l'été. Est-ce que c'est vrai? Absolument. Toute la Chautagne, toute la zone de Seyssel est peuplée par la cigale, hein, une cigale grise, qui là, elle a fini de chanter maintenant, mais il y a encore quelques semaines, elle chantait encore. Et les poissons, alors qu'est-ce qu'on trouve comme poisson dans le Haut-Rhône où nous sommes, quelque part en amont de Seyssel? On trouve toutes les espèces de poissons d'eau douce. L'espèce prédominante ici, c'est le barbeau, Barbeau fluviatile. C'est bon? Ah, c'est excellent, c'est plein d'arêtes, mais c'est bon. Moi, je peux vous dire que je me régale d'un barbeau cuisiné à la façon de ma grand-mère, avec de la farce dans le ventre, des herbes du jardin, du vin du pays, parce que là, on est un pays de viticulteurs, on a des vins formidables pour cuisiner le poisson. Et puis un petit peu de chapelure en surface. Et je peux vous dire que le barbeau cuit au four comme ça, c'est fantastique. Mais alors, on se pique de temps en temps avec une épine. Alors, nous, les gamins du Rhône, on se pique pas parce que... Habitués. Parce que tout petit, on mangeait des hautues et des barbeaux. Hein, et puis, on n'a pas intérêt à pleurnicher. Qu'est-ce qu'on trouve d'autre encore comme poisson? Des truites. On trouvait avant beaucoup de truites. Malheureusement, vu qu'on a fait ces barrages, on a détruit un peu l'habitat des truites. Ici, il y a de la truite fario, mais aussi de la truite lacustre, hein, à point noir, la grosse truite du Léman qui descend. Et puis il y a toutes les autres espèces, le brochet évidemment, les gardons, les rotangs, c'est complexe, vous savez. Par contre, on voit dans les us à côté ou dans le Fier, on notait la présence de bien d'espèces de poissons méconnus du grand public qui ont disparu, ou du moins qui sont maintenant en diminution. On avait énormément de spirlins, de blageons, plein d'espèces méconnues. Le chabot aussi, le chabot de rivière, ce poisson à tête plate qui vivait sous les pierres. Puis tous les insectes aussi, les pataches, toutes ces bêtes qui vivaient sous les pierres. Et aujourd'hui, on ne peut que constater l'appauvrissement des milieux, ce qu'on appelle d'un nom un peu pompeux la biodiversité, c'est-à-dire que y a encore beaucoup de poissons, mais on n'a plus autant d'espèces. Voilà. Et ça, c'est triste. Il faut se battre pour la biodiversité, pour les générations futures, parce que quand on aura détruit définitivement une espèce de poisson, d'oiseau ou de plante, on ne peut pas la fabriquer. Voilà. Jean-Bernard, dans un instant, on parlera d'un animal, assez rarissime, si on peut dire. Il s'agit bien sûr de l'écrevisse. On rappelle qu'on est, pour débuter cette émission, sur le Rhône. On va y rester avec notre pilote Jean-Bernard Buisson, cinéaste, auteur. Il est passionné et dernier pêcheur professionnel du Haut-Rhône. Derrière la caméra, c'est Juliette Bondil. Et dans un instant, on retrouve les écrevisses. Toujours sur le Rhône avec Jean-Bernard Buisson et cet animal dont j'ai parlé il y a un instant, c'est l'écrevisse. Alors il y a des écrevisses dans le Rhône. Il y a toujours eu des écrevisses dans le Rhône et dans les ruisseaux de Savoie et de Haute-Savoie. Il y avait l'écrevisse à pattes blanches qui malheureusement à cause de la pollution a disparu de bien des rivières. Et cette écrevisse, j'ai eu la chance l'année dernière d'en reprendre une, enfin, dans le Rhône avec les écrevisses américaines. Et ça m'a fait plaisir parce que je l'ai relâchée évidemment. Et je me suis dit peut-être qu'un jour elle reviendra, cette Pachyphastacus. Mais gamins, nous on ramassait des écrevisses à pattes blanches, des écrevisses endémiques dans tout le ruisseau par là. Bon, on braconnait un peu, on y a la lampe de poche, c'est interdit. Vous en pêchez encore des écrevisses, mais de l'américaine. Alors l'américaine, on en trouve pas mal. Oui, on trouve plusieurs espèces d'américaines en France maintenant, introduites volontairement ou par accident, ça dépend des écrevisses. Et ici, dans la région, on va trouver deux américaines. On va trouver l'écrevisse Cambarus, qui est une petite écrevisse surtout herbivore, qui n'a pas très bon goût. Et puis cette fameuse Pachyphastacus qu'on pêche aujourd'hui et qui là est très bonne à manger. Hein.
Racontez-nous un peu, Jean-Bernard, on a sorti les écrevisses. Comment vous avez mis la nasse quand la nasse, le moment où vous l'avez mis hier soir? Je mets les nasses. Non, je les laisse 8 jours à peu près, avec des appâts, et puis je laisse faire. Hein. L'appât, c'est quoi? C'est du poisson? C'est du poisson, c'est de la viande, c'est tout ce que je jette. Des restes des têtes de lavarée, des pêches du lac, du Bourget par exemple. Je mets des tanches entières, je mets des gardons, je mets ce qui me reste. Et puis elle rentre. Elle rentre, elle ne peut pas ressortir après. Bah ouais, c'est le principe de la nasse. Hein. Alors justement, ces écrevisses, qu'est-ce que ça mange normalement, vous qui connaissez bien cet animal? L'écrevisse, elle mange des poissons. C'est la Pachyphastacus, elle a des pinces très puissantes. Elle s'accroche sur le dos des poissons et elle fait des trous dans le poisson. Elle mange vivant. Hein. Elle mange les poissons vivants? Ah ouais, c'est horrible. Et puis elle est aussi une nécrophage. Elle va manger tous les cadavres au fond du lac ou du Rhône. Celle-ci, on la trouve sous le Léman. Alors l'invasion a commencé sous le Léman. Elle a été introduite par quelqu'un qui est revenu des États-Unis, de Basse-Californie, qui en a balancé une poignée dans le lac. Et puis maintenant, c'est un souci parce que déjà, pour les pêcheurs professionnels du lac Léman, elle se prend dans les filets. Alors pour démailler une écrevisse, c'est épouvantable. Et puis surtout, je pense que si elle continue à proliférer comme ça va certainement causer des problèmes en ce qui concerne les espèces de poissons. Jean-Bernard, pourquoi une écrevisse a des pinces? Et pourquoi ça pince autant? Parce que ça fait très mal, paraît-il. Hein. Celle-ci, oui, elle est équipée, surtout les grosses, elles sont assez coupantes. Elle pince pour se défendre et puis pour attraper les poissons, pour s'accrocher au dos des poissons. Oui. Hein, ça sert à prendre le poisson vivant. Alors, elle s'accroche à la nageoire, avec les pattes, elle se maintient sur le corps et puis elle commence à le boulotter. Ouais. Moi, je me suis aperçu dans les nasses qu'il y avait des poissons qui rentraient par accident dans la nasse, vivants, et qui étaient percés de petits trous, quoi. Ah oui. Ah ouais, c'est comme ça que j'en ai déduit qu'elle les mangeait vivants, ces pauvres bêtes. Hein. Moi, vous savez, dans la nature, c'est horrible. Hein, oui, c'est violent. Oh, la nature, c'est violent. Hein. C'est pas la nature des bobos gentils. Hein. C'est pas du tout ça, la nature. Alors, comment ça se fait que les pattes des écrevisses, elles se cassent quand on les prend? Cette espèce a la particularité de pouvoir s'auto-mutiler. C'est-à-dire, quand la pince a grossi trop grosse, elle se coupe la pince. Et la pince repousse plus grosse. Uniquement la pince, hein, pas la patte, la pince. Hein. Oui, la patte qui tient. Entier. Vous voyez, il y a plein de pattes et la patte qui. Et ça, les scientifiques se posent des questions à ce sujet-là. Vous savez qu'il y a d'autres espèces dans la nature qui peuvent reconstruire, refabriquer leurs membres. Le lézard. Le lézard, vous savez, quand on attrape des lézards, ils perdent leur queue volontairement pour échapper aux prédateurs, aux chats. Les scientifiques travaillent sur le sujet et peut-être qu'un jour on découvrira ce phénomène et qu'on pourra peut-être refabriquer des membres humains, allez savoir. Allez savoir, on a beaucoup encore à apprendre de la nature. Alors on voit aussi qu'elle est rouge dessous. Hein. Ça c'est des signaux visuels à mon avis entre écrevisses. Hein. Et puis les taches bleues ici et là. Hein, ces taches bleues, ces miroirs bleus spécifiques de l'espèce Pachyphastacus, certainement qui ont un rôle à jouer entre écrevisses, territoire, combat, etc. Dans un instant, on ira retrouver votre épouse qui les cuisine et qui les propose justement dans votre restaurant Table d'Hôte, la pêcherie à Seyssel.